Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Capsules de l'Histoire. Aujourd'hui je me trouve au siège du Souvenir napoléonien en bonne compagnie puisque je suis avec Joachim Murat. Bonjour Joachim. Bonjour Pierre. C'est un plaisir de te recevoir ici dans un lieu qui nous est cher et de nous revoir à travers cette capsule vidéo. Donc l'objectif de cette capsule et de cette interview, c'est de venir à ta rencontre, de comprendre qui tu es aujourd'hui et également d'aller à travers l'histoire familiale qui est très importante. Donc on va revenir ça dans quelques instants. Pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors Joachim Murat, donc je suis le futur 9e prince Murat. Mon père est l'actuel chef de maison Murat, le 8e prince Murat, et je suis marié, j'ai 2 enfants, une fille qui s'appelle Elisa et un fils qui s'appelle Joachim. C'est une tradition, les chefs de famille s'appellent toujours Joachim, donc mon père s'appelle Joachim, mon grand-père s'appelait Joachim. Et j'ai 30 ans de carrière dans l'exportation de technologies de souveraineté auprès des gouvernements étrangers. J'ai participé à deux cabinets ministériels différents et j'ai eu la chance de faire un service militaire sérieux puisque j'étais... après le 4e bataillon de Saint-Cyr, j'étais au 14e RPCS et puis au 1er PIMA où j'ai fait une OPEX au Kosovo. Alors on va parler d'histoire, mais tout d'abord, comment l'histoire est rentrée dans ta vie ? Alors assez simplement en fait, parce que à l'époque où j'étais encore juste un éclat dans les yeux de mon père, l'histoire était déjà dans ma vie, parce que les Murats ont la particularité, c'est que bien sûr ils descendent de Murat, et donc de Caroline Bonaparte, sœur de Napoléon, mais également du maréchal Berthier, et également du maréchal Ney en direct, du maréchal Magnan aussi, et également du général Lejeune, dont je crois un livre va sortir à la rentrée, rédigé par Jean-François Damour et David Chantrane, donc ça va être la première biographie du général baron Lejeune. Donc on a toute cette épopée de tous ces maréchaux et de tout cet empire, et des 2 empires, aussi bien Napoléon Ier que Napoléon III. Et après, bien sûr, les Murats, les princes Murat, tous les princes Murat, pas uniquement le chef de famille, ont été se battre pour la France sur tous les fronts, depuis 1814 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à moi au Kosovo. On va remonter dans l'histoire, dans le temps, hein, c'est un peu notre opportunité aujourd'hui. Qui est ce fameux Murat ? Alors Murat, c'est le 11e enfant d'une femme qui s'appelle Jeanne Loubière et d'un monsieur qui s'appelle Pierre Murat. Pierre et Jeanne gèrent les biens communaux d'aristocrates du Lot, c'est dans le Quercy. Alors, la légende veut qu'ils étaient aubergistes, mais ça c'est une légende de la Troisième République pour faire passer Murat pour un soudard. Ça me dérange pas du tout, hein, mais simplement ils n'étaient pas aubergistes. Madame Murat, Jeanne Loubière, avait un relais de poste. Et donc dans les relais de poste, effectivement la poste était à cheval à l'époque, il y avait une table d'hôte. Et c'est là que le jeune Joachim a fait connaissance avec les chevaux très jeune. Il a développé très vite un contact absolument exceptionnel avec les chevaux. Et comme c'était une famille de tout juste sortie de la paysannerie, donc de vraiment tout petits bourgeois qui venaient de sortir de la paysannerie, Joachim a pu faire son collège à Cahors et son séminaire à Toulouse. Bon, la vocation de séminariste n'était pas aveuglante pour lui, donc il a rapidement quitté ce séminaire pour intégrer le 12e chasseur, donc un régiment de cavalerie. Il va participer beaucoup au salon pendant la Révolution, il va être renvoyé de ses régiments parce qu'il c'est une tête brûlée qui supporte pas l'idée de pas pouvoir devenir officier, alors que dans la plupart des cas, il a une éducation supérieure aux officiers aristocrates. Et il ne comprend pas du tout pourquoi il n'atteint pas le grade d'officier, donc il va devenir un révolutionnaire vraiment hardcore, un vrai soldat de l'an 2. Il sera assez proche, comme Bonaparte, il sera assez proche de Maximilien de Robespierre. Et Napoléon et Murat vont se rencontrer le 13 Vendémiaire. À partir de là, leur destin va être mêlé. Ils vont faire toutes les campagnes ensemble, le 18 Brumaire, mais je pense qu'on va revenir là-dessus. Et évidemment, il va devenir surtout le mari de Caroline Bonaparte. Première promotion de maréchaux, grand aigle de corps de la Légion d'honneur, puis grand-duc de Berne, puis roi de Naples et évidemment grand amiral de l'Empire. C'est un parcours riche. On ne pourra pas, le temps de l'interview, décrire en détail la vie de Murat, c'est impossible. Même un livre, des fois, n'est pas suffisant. On va, comme tu l'as dit à l'instant, à juste titre, remonter un peu dans certaines étapes de la vie de Murat et bien évidemment de Napoléon Bonaparte. Bien évidemment, on va parler de cette première rencontre qu'il a eue en effet le 13 Vendémiaire 1795, mais également quel rôle a joué Murat dans l'ascension de Napoléon au pouvoir, et notamment sûrement avec l'événement du 18 Brumaire. Alors, le 13 Vendémiaire 1795, Bonaparte est en charge de la sécurité de Paris. En gros, il est l'équivalent du gouverneur militaire de Paris à l'époque. Et une émeute royaliste, une émeute de royalistes anti-révolutionnaires éclate
à Paris, et Napoléon Bonaparte voit qu'ils vont bientôt être débordés par l'émeute, il a besoin de canons. Et là, il voit cette espèce de grand stentor, qu'il n'avait jamais vu de sa vie, qui est Murat, à cheval. Il dit, j'ai besoin de canons, et Murat dit, je vais les chercher. Murat, à l'époque, est chef d'escadron, il va les chercher à la plaine des Sablons, c'est l'actuelle station Sablon de la ligne 1 du métro parisien. Donc là, il va se battre contre les royalistes, récupérer les canons, les ramener à Bonaparte. Et à partir de là, Murat, lui, est complètement subjugué par le charisme et la personne de Napoléon Bonaparte. Et Napoléon Bonaparte est complètement sous le charme de l'énergie et de la capacité d'entraînement de ce géant du Sud-Ouest. Et à partir de là, leurs destins vont être complètement liés, puisque Murat va entrer dans l'état-major de Bonaparte dans l'armée d'Italie. Murat va faire toutes les grandes batailles de l'armée d'Italie avec Napoléon, puis ensuite il va le suivre évidemment en Égypte. Et quand Napoléon alors il aura de très grandes victoires, puisque Murat va participer évidemment à la bataille des Pyramides, il va gagner la deuxième bataille d'Aboukir, qui permet justement à Napoléon de pouvoir quitter l'Égypte. Donc là, ils vont quitter l'Égypte, tu sais, un peu en cachette du reste de l'armée. Alors il a 7 hommes à son bord, dont Murat évidemment et Lannes, sont vraiment son carré de fidèles, et Napoléon remonte, Napoléon Bonaparte remonte sur Paris parce qu'il sait que le Directoire est en train de tomber et qu'on cherche à sauver la Révolution en établissant un consulat, et il cherche un sabre. Donc ils avaient pensé à Moreau, ils avaient pensé à Joubert. Napoléon Bonaparte n'est pas le premier choix. Et c'est l'abbé Sieyès qui est derrière, qui est à la manœuvre pour sauver la Révolution, parce que le Directoire est corrompu jusqu'à la moelle. Et il faut faire démissionner sur les 5 directeurs, il faut en faire démissionner 3. Ça, c'est le frère de Napoléon, qui est Lucien, qui va s'en occuper magistralement avec l'aide de Talleyrand et de Joséphine. On oublie beaucoup le rôle extrêmement important de Joséphine dans la préparation du 18 Brumaire. Murat, lui, sera là pour tenir l'armée, pour éviter que ça s'énerve un peu trop. Et maintenant, il faut le vote du Conseil des 500, l'équivalent du Parlement de l'époque, et il va avoir lieu à Saint-Cloud. Et là, Napoléon Bonaparte entre avec un sabre dans l'enceinte du Conseil des 500, ça passe mal, on n'a pas l'habitude d'en voir un général entrer à cheval, ça commence à sentir le coup d'État. Napoléon Bonaparte va faire un discours complètement raté, et là, c'est la panique. Là, on dit, c'est foutu, on va être déclaré hors la loi, tout le monde va être décapité, Lucien, Napoléon, Sieyès, Talleyrand, évidemment Murat, tout le monde va finir déclaré hors la loi et finir à la guillotine. Et donc Napoléon, très, très nerveux, se gratte, et donc saigne à grosses gouttes, parce qu'il revient d'Égypte, et il a la peau qui est atteinte d'une espèce de petite gale à ce moment-là, et donc ça saigne très vite. Lucien est paniqué, qui est président du Conseil des 500 à ce moment-là, voit Murat à l'extérieur, lui fait des grands signes en disant « au secours, quoi, il faut faire quelque chose ». Murat voit Napoléon en sang, et dit à ses grenadiers « on attend à l'avis de votre général, venez, hop, on va sauver votre général ». Et là, il rentre dans le Conseil des 500, il a cette phrase magnifique qui reste dans l'histoire politique française, « Citoyens, vous êtes dissous », ça rappellerait beaucoup de choses à nos contemporains, « Citoyens, vous êtes dissous, foutez-moi tout ce monde-là dehors ». Et à partir de là, le coup d'État qui devait être institutionnel devient militaire, mais il n'y aura aucune victime, ni blessé, ni quoi que ce soit. Bonaparte devient premier consul, puis ensuite premier consul à vie. Murat, pendant ce temps-là, lui va épouser la sœur de Bonaparte. Il va gérer les suites de la seconde campagne d'Italie, il va participer à Marengo, bien sûr, il aura un sabre d'honneur, il va participer à toutes les campagnes. Il va négocier les différents traités de paix, il va libérer le général Dumas à cette occasion. Et ils vont faire toutes les campagnes ensemble. Ça va très très bien se passer entre Murat et Napoléon, jusqu'en 1807-1808. À partir de 1808, ça commence un peu à gripper. Jusqu'à l'épisode espagnol, ça commence un peu à gripper. Parce que alors évidemment, entre-temps, Murat a fait Iéna, Murat a fait la charge des Lots, Murat a remporté des victoires absolument colossales. Il a évidemment un rôle clé avec Lannes sur toute l'aile gauche de la Grande Armée à Austerlitz. Il a ce rôle absolument extraordinaire de préparation de la campagne qu'il va mener à Austerlitz, comme il est envoyé comme espion derrière les lignes ennemies avec le général Bertrand, tous les deux tout seuls pendant plusieurs semaines pour évaluer l'état des troupes, l'état d'esprit de la population, repérer les chemins, les talwegs, les collines, les forces en place. Et c'est sur la base de ce rapport d'espionnage que la campagne va pouvoir se dérouler dans de bonnes conditions. Il va y avoir ce fameux épisode où le maréchal Murat et le maréchal Lannes vont traverser tous les deux tout seuls le pont de Spitz, qui est le dernier pont qui n'a pas explosé sur le Danube, et qui font un coup de bluff absolument magistral à ce prince autrichien. Et donc ce pont est miné, au bout du pont il y a une bouche à feu avec de la mitraille, et derrière la bouche à feu il y a un prince autrichien et son régiment d'Autrichiens. Et Murat et Lannes traversent tout seuls le pont, donc qu'est-ce qui se passe? Le pont est miné, et ils arrivent à convaincre l'Autrichien que l'armistice est signé, et que donc, voilà, quittons-nous bons amis, c'est superbe, on évite la guerre. Et donc le régiment s'en va, et ils peuvent faire traverser l'armée, et ça arrivera à Austerlitz. Sinon, il n'y avait plus de pont, on perdait un temps fou, et il n'y aurait jamais eu la victoire d'Austerlitz. Donc c'est la victoire d'Austerlitz qui est un coup de génie magistral de l'empereur Napoléon. Et voilà, à partir de là, bon, ensuite arrive probablement la première erreur de Napoléon, qui est la campagne, la
guerre d'Espagne, puisqu'il décide de remplacer le roi d'Espagne par son frère Joseph, ce qui est une erreur parce qu'à l'époque, l'Espagne est alliée de la France. L'Espagne est alliée de la France depuis 1795. Il faut se rappeler que le jeu des monarchies, où ils sont tous cousins, etc., en fait, le fait que Louis XVI ait été décapité par les Français, pour leurs cousins immédiats qui sont les Bourbons d'Espagne, c'est pas très grave, parce qu'en fait, ils ont 1000 km de frontière avec la France, qui est l'équivalent de la Chine à l'époque, de l'Europe en termes de population. Je crois qu'il y a 22 ou 23 millions d'habitants en France à ce moment-là. Ça prendrait une grosse matinée à la France pour envahir l'Espagne. Donc les Espagnols étaient alliés de la Convention, c'est-à-dire qu'ils étaient alliés de ceux qui ont décapité Louis XVI. Et ensuite, ils ont été évidemment alliés du Directoire, puis du Consulat, puis de l'Empire. Donc il n'y a aucune raison de dégager le roi Bourbon, qui est Charles IV, si ma mémoire est bonne. Il y a une querelle de succession entre Charles IV et Ferdinand, son fils, qui est manipulé par Godoi, l'abominable Premier ministre, qui apparemment a des amitiés particulières avec la reine à ce moment-là. Et Napoléon déclare en fait la guerre au royaume du Portugal, parce que le royaume du Portugal ne respecte pas le blocus continental contre les Anglais, et il prépositionne une force à Madrid, avec l'accord bien sûr de ses alliés Bourbons, et à la tête de cette force, il met Murat. Et c'est une force qui va permettre d'être en soutien pour la campagne du Portugal, et surtout de récupérer les blessés. Donc Madrid, il y a énormément de blessés français. Et Murat n'est absolument pas au courant de la stratégie de Napoléon de remplacer Charles de Bourbon par le frère Joseph Bonaparte. Et une émeute va éclater à Madrid. Murat, le 12 des Maillots, le 12 et le 13 des Maillots, pendant que Napoléon a organisé une rencontre à Bayonne entre Charles et Ferdinand, donc entre le père et le fils, pour calmer les querelles de succession, et en fait en profite pour les destituer tous les deux et mettre Joseph à sa place. Mais l'émeute arrive, Charles de Bourbon est toujours roi d'Espagne à ce moment-là, elle a lieu le 2 mai, le 3 mai, Murat met fin à l'émeute. C'est une émeute qui, le 2 mai, va faire 500 morts français et 500 morts espagnols. Les 500 morts français sont les Français qui étaient dans les hôpitaux, qui ont été égorgés par les fiers guerrieros espagnols, qui ont été tués et blessés sur leur lit d'hôpital. C'est pas glorieux comme activité. Donc évidemment, les Français sont chauffés à blanc, donc évidemment, ça aurait pu finir en massacre épouvantable, et Murat empêche que ce soit un massacre épouvantable, vraiment, il bloque ça. Il fait arrêter, bien sûr, tous les fiers guerrieros qui ont été assassinés, des soldats français sur leur lit d'hôpital, et il les fait fusiller le lendemain, le 3 mai. Donc en tout, c'est 1000 morts espagnols et 500 morts français. Alors en gestion d'émeute, c'est ferme, c'est dur, mais à l'époque, c'est pas absolument extravagant, et personne n'est choqué par tout ça. Et à tel point que même Charles de Bourbon, le roi Charles IV d'Espagne, nomme Murat régent d'Espagne, en disant il a tellement bien géré la situation, Murat maintenant il est le régent d'Espagne. Donc Murat est nommé régent d'Espagne par le roi Bourbon, pas par Napoléon Bonaparte. Mais peu de temps après, le roi Bourbon va être dégagé. Enfin, tout ça pour dire que cet épisode espagnol va être instrumentalisé politiquement par l'Espagne de la Restauration de 1814 et ensuite par l'Espagne socialiste de 1980, mais qu'à l'époque, c'est pas un vrai sujet. Donc lui, Murat, quand il apprend que c'est Joseph, que dans son dos se sont fait des tas de tractations, qu'il n'était pas du tout au courant, que ça a provoqué une émeute sur laquelle il a perdu des hommes auxquels il tenait, enfin, il prend ça extrêmement mal, et il fait une grande dépression, il va soigner sa dépression chez le maréchal Lannes. Et ensuite, il est nommé roi de Naples, et donc il va prendre son trône à Naples avec son épouse, la reine Caroline Bonaparte. Et il est à Naples, et en décembre 1808, début de la querelle entre Napoléon et Murat, décembre 1808, Talleyrand et Fouché sont à Paris, Napoléon est en Espagne, et Talleyrand et Fouché, qui se détestent, se disent « Bon, mais que se passe-t-il si l'empereur est abattu dans une embuscade ? Qui pour tenir l'Empire ? Parce que si jamais il se fait... On va se faire avoir. Il faut que l'Empire tienne, si jamais il n'y a plus d'empereur... Il n'y a pas d'enfant encore à ce moment-là. Ben non, il n'y a pas d'enfant, Joséphine n'a pas donné d'héritier à l'empereur, et donc assez rapidement ils en arrivent à la conclusion tous les deux que celui qui prendra la place de Napoléon, temporairement en tout cas, ce sera Murat. Pourquoi ? Parce que Murat tient toute l'armée, c'est le seul maréchal qui tient toute l'armée, il y a d'immenses chefs de guerre dans l'armée française à l'époque, mais celui qui a l'image la plus incroyable, c'est vraiment Murat. Et Murat est le membre de la famille impériale qui est le plus aimé de la population, et parce qu'il est très proche des gens, il est flamboyant, il a victoire sur victoire, il est assez extraordinaire. Et enfin, il a une vision de développement politique du grand empire, Murat, comme roi de Naples, qui est une vision plus de développer l'Europe des nations plutôt qu'une Europe fédérale sous tutelle française qui énerve les nationalités, qui énerve les peuples et qui crée de toutes les façons des tensions. Et Murat s'en est rendu compte en Espagne, s'en est rendu compte un peu partout, et Talleyrand et Fouché sont tout à fait d'accord avec lui. Donc, il décide que ce sera Murat, l'héritier de Napoléon.
même temporairement. Ils envoient un courrier à Murat qui, lui, n'est au courant de rien, et le courrier, bien sûr, est intercepté et amené à l'empereur. Quand l'empereur voit ça, il entre dans une colère absolument... en disant, quoi, Murat? Pas un de mes frères? Murat? J'ai des frères, pourquoi pas un de mes frères? Et puis c'est pas désigné c'est désigné par Talleyrand et Fouché, donc ils sont quand même pas exactement des novices en politique. Donc ça va précipiter d'ailleurs la disgrâce de Joséphine au profit de Marie-Louise, parce qu'il se rend compte qu'il lui faut un héritier, etc. Et à partir de là, la querelle de Napoléon vis-à-vis de Murat, elle avait commencé de Murat vis-à-vis de Napoléon quand il s'est senti un peu blousé par ce que Napoléon a fait quand il était en charge de la place forte de Madrid. Mais la querelle entre Napoléon et Murat s'ouvre à ce moment-là. C'est-à-dire que là, vraiment, Napoléon commence à se méfier beaucoup de Murat. Il dit, tiens, mais à nouveau, Murat n'est pas du tout au courant de cette histoire. Bon, et puis ensuite, cette querelle va continuer à s'aggraver de plus en plus. Napoléon va être de plus en plus désagréable avec Murat, parce que Murat va gouverner son royaume de Naples en tant que roi de Naples. Et en fait, Napoléon nommait des proconsuls. Il n'avait pas du tout l'intention que ses frères et sœurs, et certainement pas son beau-frère, se mettent à régner comme si c'était vraiment roi. Pour lui, c'était des super préfets terminés. Mais Murat va vraiment prendre ce rôle extraordinairement au sérieux et va régner à Naples un peu à l'encontre des demandes de Napoléon. C'est-à-dire qu'il va avoir une politique à Naples où il va mettre des Napolitains au gouvernement, alors que Napoléon veut que ce soit des Français. Les querelles n'arrêteront jamais, ce sera absolument pénible. Murat va subir vexation sur vexation de la part de l'empereur jusqu'à la fin. Et donc finalement, évidemment, Murat fera un renversement d'alliance en janvier 1814. Peu de temps avant la chute de Napoléon, avant qu'il soit envoyé à l'île d'Elbe, Napoléon envoie un grand courrier à Murat en disant « Murat, c'est toi qui avais raison, il faut faire l'unité italienne, finalement, etc. etc. » Il s'est rendu compte qu'il a perdu Murat, il est allé trop loin, il n'aurait pas dû pousser si loin le bouchon vis-à-vis de Murat, et qu'en fait, il en a vraiment besoin de Murat. Parce que Murat, c'est 80 000 hommes à Naples, c'est une figure de la nation française et de l'armée française qui est absolument indépassable. Et là, voilà, perdre Murat, c'est vraiment pas bon. Mais c'est trop tard, Napoléon tombe, est envoyé à l'île d'Elbe. Murat, au congrès de Vienne, devient complètement de plein droit roi de Naples. Donc il ne dépend plus du système impérial, il est roi de Naples. Donc il y a deux Napoléonides qui restent sur leur trône, les Bernadotte en Suède et Murat à Naples. Et là, Murat, de façon espèce de loyauté un peu naïve, on a découvert ça grâce aux travaux de Pierre Brandat de la Fondation Napoléon, puisque jusque-là, l'historiographie habituelle, c'était Murat a trahi l'empereur, etc., etc. Bon, il fait un renversement d'alliance qui dure exactement 2 mois. Et 2 mois plus tard, il commence à réorganiser avec l'empereur le débarquement du Golfe-Juan. Ça, on le sait de façon certaine maintenant, grâce aux travaux de Pierre Brandat dans les archives Murat et dans les archives Talleyrand. Les services secrets de Talleyrand expliquent à tout le congrès de Vienne, faites attention, parce que là, franchement, Murat est en train de comploter pour faire débarquer l'empereur. Et quand l'empereur débarque, Murat attaque immédiatement les Autrichiens pour permettre et faciliter le débarquement de l'empereur. Et bien sûr, sa position comme roi de Naples par le congrès de Vienne, il est défendu par les Anglais, il est défendu par les Russes, et il est défendu par les Autrichiens. Il n'y a que les Français qui veulent que ce soit les Bourbons qui reviennent à Naples, les 3 autres, non, disent on va garder Murat. C'est Murat, il a 80 000 hommes, on veut arrêter la guerre. Mais là, évidemment, c'est fini, et donc il perd tout. Donc là, à partir de là, il perdra tout, il va essayer de récupérer son trône, il va être arrêté par les Bourbons-Sicile et fusillé après un procès fantomatique. Quel héritage Murat a-t-il laissé à Naples ? Ah bah c'est colossal parce qu'en fait c'est pas qu'à Naples, c'est vraiment dans toute l'Italie. C'est-à-dire que Murat est à l'origine déjà de l'unité italienne. L'idée d'unir la péninsule ne date pas de Murat, mais c'est le premier homme politique, le premier roi, le premier souverain, qui d'abord fait la déclaration de Rimini en mars 1815, où il appelle tous les Italiens à se lever pour faire l'unité italienne, et c'est le premier à se battre contre les Autrichiens pour faire l'unité italienne. Donc c'est le premier à prendre les armes pour faire l'unité italienne. Ensuite, simplement en termes de modernisation de l'État napolitain, c'est plus de la moitié de l'Italie, c'est 50 km en dessous de Rome, tout ce qui est au sud de la ligne, c'est Naples, c'est le royaume de Naples. Il va éradiquer complètement la mafia locale, il va développer l'industrie de façon colossale, notamment tout ce qui est textile, tabac, etc. Il va faire énormément de choses, des manufactures d'acier, enfin il va faire beaucoup de choses. Il va créer il va assécher beaucoup de marais, il va évidemment abolir la féodalité, implanter le code Napoléon partout, il va distribuer les terres aux paysans, enfin il va moderniser complètement l'État napolitain, il va changer l'urbanisme dans toutes les grandes villes, à commencer par Naples. Naples devient une ville moderne avec Murat, il fait défoncer la moitié de la ville, il la fait reconstruire. Bien sûr, les Bourbons ensuite s'attribuent les travaux, mais c'est Murat qui lance tout ça. Il va faire la même chose à Bari. Vous avez encore à Bari, le centre historique de Bari s'appelle Muratonia, c'est le centre-ville de Bari. Et en fait, même Jean Tullard, l'immense professeur Jean Tullard, a dit dans son livre Le Grand Empire, de Napoléon III et de Murat, de Napoléon Ier et de Murat, Napoléon III est l'héritier politique de Murat.
Parce que Napoléon III s'inspire beaucoup d'abord de l'unité italienne, ensuite de la politique ultra-sociale de Murat, qui va développer des écoles partout, des orphelinats partout, qui va anticiper des choses comme l'assistance médicale, etc., etc. Et le rétablissement de l'ordre, de façon très ferme, ça, évidemment Napoléon le fait, mais Murat le fait à Naples, et puis surtout cette politique d'urbanisation à haute dose. Et donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup inspirer Napoléon III. Donc Murat va laisser un État napolitain bénéficiaire, alors qu'il a hérité d'un État napolitain déficitaire, complètement modernisé, et son image va rester dans l'inconscient collectif comme le premier martyr de la cause des monarchies libérales. Puisque avant, c'était que des monarchies absolues qui étaient sur l'Italie, à commencer par les Bourbons-Siciles, qui était une monarchie très obscure, extrêmement dure, extrêmement brutale. Victor Hugo disait même de Naples que c'était un tombeau sous les Bourbons-Siciles. Vous savez qu'il y a eu la fameuse répression de la République parthénopéenne en 1799 par les Bourbons-Siciles, qui a fait des dizaines de milliers de morts. Donc la vision des Bourbons-Siciles à Naples, à ce moment-là, est assez négative. Donc Murat est un souffle de liberté, est un souffle d'espérance, Joseph l'était aussi. Et ça va inspirer pendant tout le XIXe siècle cette mouvance des monarchies libérales. Au point qu'au moment de l'unité italienne, quand l'unité italienne se fait en 1860 grâce à Cavour, avec en partie le soutien de Napoléon III, mais pas complètement, mais en partie, et bien sûr Victor Emmanuel, ils vont refaire toute la façade du palais royal de Naples en mettant les grandes lignées qui ont régné sur Naples. Donc vous avez les Anjou, les Hohenzollern, les Normands, parce que Naples n'a jamais été gouverné par des Italiens, ça a toujours été, les Bourbons-Siciles sont espagnols. Et vous allez avoir Murat qui est l'avant-dernier dans l'avant-dernière alcôve, et l'alcôve qui termine, c'est Umberto Ier, c'est Victor Emmanuel, premier roi d'Italie, et où on met Murat comme ça, la main sur le cœur, visé au cœur et perné le visage, pour que la dynastie italienne s'inscrive dans la logique de Murat. C'est ça le message politique. C'est-à-dire on va faire une monarchie libérale, une monarchie constitutionnelle. Et ça, c'est la figure de Murat dans les mouvements politiques de tout le XIXe siècle, va vraiment être instrumentalisée pour ça. Tu as abordé tout à l'heure un peu la campagne de Belgique. On ne va pas rentrer dans les détails de cette campagne qui fut à la fois brillante mais aussi désastreuse. On a un peu un absent durant cette campagne. Oui, Murat, bien sûr. Murat, pourquoi n'était-il pas présent? Et est-ce que, selon toi, il aurait changé quelque chose s'il aurait, par exemple, été présent durant cette campagne? Question difficile. À nouveau, on doit beaucoup, parce que ça a toujours été un espèce de casse-tête pour les historiens. Et c'est Pierre Brandat qui va trouver la solution de ce casse-tête chinois. Pourquoi Murat n'est pas à Waterloo et pourquoi Murat n'est pas avec Napoléon? Alors en fait, il y a deux grandes raisons. Au départ, tout le monde se disait, mais il a trahi, donc de toute façon, Napoléon ne veut plus en entendre parler, c'est pas son ralliement de dernière minute, alors qu'en fait, on sait que c'est pas un ralliement de dernière minute, puisqu'il a aidé au débarquement, on sait qu'il est là depuis le début. Il attaque les Autrichiens, et en fait, Napoléon, pour justifier le fait que Murat ne l'accompagnera pas, le blâme d'avoir attaqué les Autrichiens en disant, vous n'auriez jamais dû attaquer les Autrichiens, je vous avais dit expressément de ne pas attaquer les Autrichiens, mon beau-père, l'empereur d'Autriche, se serait rallié à ma cause, et donc si vous n'aviez pas attaqué les Autrichiens, j'aurais pu remonter rapidement et j'avais pas tous ces problèmes, les Autrichiens se seraient ralliés à moi. Personne ne peut croire une telle théorie. Personne ne croit une seule seconde que l'empereur d'Autriche se serait rallié à la cause d'un Napoléon Bonaparte débarquant au Golfe Gion et mettant dehors Louis XVIII. C'est absolument impensable. La réalité, en fait, est double. Grâce à Pierre Brandat, maintenant, on sait de façon certaine que Murat attaque les Autrichiens à la demande expresse de l'empereur, et que, en fait, l'empereur se rend compte que là, Murat n'est pas d'une efficacité redoutable, et qu'en plus, l'armée restée en métropole a de Murat une image qui est quand même très mesurée, parce qu'il est tout de même, il a tout de même à la fin entré. Donc il se dit, voilà, c'est peut-être pas idiot, c'est peut-être pas génial de l'accompagner avec moi, donc je vais devoir lui dire, désolé mon grand, mais finalement je vais finir tout seul, ça a été sympa, mais... Ouais. Et donc il va utiliser l'histoire de l'attaque autrichienne, alors que c'est à sa demande, en montant effrontément, en disant, je t'ai demandé de pas le faire, c'est ce qu'il va mettre dans le mémorial de Sainte-Hélène, etc., etc. Donc on sait maintenant, grâce aux études de Brandat, qu'effectivement c'est une décision politique de Napoléon Bonaparte, qui est très injuste vis-à-vis de Murat, qui lui perd son royaume, perd sa réputation et sera traité comme le traître infâme dans le mémorial de Sainte-Hélène, alors qu'on sait maintenant que c'est complètement faux. Donc c'est assez dur ça comme résultat, puisque vous avez ce mémorial dont la plupart des historiens vont traiter comme une source primaire, c'est-à-dire que comme si c'était de la main de l'empereur, alors que c'est pas du tout le cas. C'est l'empereur qui discute avec Lascaz pendant la journée et Lascaz qui écrit pendant la soirée.
Et c'est l'empereur qui discute avec Lascaz entre 1815 et mi-1816. Lascaz quitte Sainte-Hélène en 1816, les Anglais prennent à Lascaz son manuscrit et lui rendront en 1821 à la mort de Napoléon. Or, à nouveau, la fondation de Napoléon a retrouvé le manuscrit original de Lascaz pris par les Anglais. Quand Lascaz écrit son mémorial, il fait 800 pages, celui qui est saisi par les Anglais. Quand il le publie, il va faire ce que Thierry Lens s'appelle tirer à la ligne, c'est-à-dire qu'en fait, il va publier plus de 2300 pages. C'est-à-dire que c'est quasiment le triple. Et il y aura des citations de Napoléon qui vont faire 15 pages de suite. Alors, se rappeler d'une citation qui fait 15 pages de suite plusieurs années plus tard, très grosse mémoire, l'ami Lascaz. Donc il y a énormément de rajouts et d'inventions complètes. En plus, à l'époque, en 1821, le parti bonapartiste, qui commence à revivre un petit peu, veut utiliser le mémorial pour raviver la flamme bonapartiste, parce que la jeunesse a oublié les douleurs de la guerre, etc., etc., et regrette que la gloire de l'empereur. Et donc ils veulent l'utiliser et donc il faut que Napoléon soit présenté comme le Messie. Et un Messie a besoin d'un traître. Ils disent, on va prendre quel traître? On ne peut pas prendre un membre de la famille parce que c'est la Sainte Famille, donc on va prendre Murat. Et donc Murat se retrouve dans la position du traître. Il y avait 14 autres candidats disponibles, mais ils ont décidé de prendre Murat. Et donc ça va coûter très très cher à la postérité de Murat. Et c'est Jean Tullard qui va commencer à débunker, en bon français ça, puisque Jean Tullard, dans le mémorial de Sainte-Hélène, il y a une lettre reproduite, une lettre de l'empereur à Murat, qui date de, je crois que c'est décembre 1807, enfin je vous dis peut-être une bêtise, sur la situation en Espagne, où l'empereur écrit une longue lettre à Murat en disant « Attention, tu énerves les Espagnols, tu ne comprends pas le principe des nationalités, tu vas les agacer, ça va être de ta faute s'il y a un problème. » Pour faire porter ensuite dans le mémorial à Murat l'erreur de l'émeute du 2 mai. Et Tullard se dit « C'est pas possible, il y a un truc qui va pas du tout, parce que Napoléon Bonaparte n'a jamais compris le principe des nationalités. Donc c'est pas possible. Il n'a pas pu dire ça à ce moment-là. Donc il a cherché partout, et en fait, Tullard, on arrive à la seule conclusion qui s'impose, cette lettre est un faux. Donc on reproduit une fausse lettre de Napoléon dans le mémorial de Sainte-Hélène pour faire porter sur Murat le 2 et le 3 mai 1808. On va faire la même chose avec la campagne de Russie, donc on va lui faire porter le désastre de la retraite de Russie, alors qu'il n'y est absolument pour rien. Et enfin, bien sûr, ça va être le traître infâme à cause duquel tout va s'effondrer. Donc le pauvre Murat, le personnage de Murat va être absolument entaché, sali par le mémorial de Sainte-Hélène, mais pour une meilleure cause, qui est celle de faire de Napoléon et la cause bonapartiste. Donc maintenant, l'image de Murat est très largement réhabilitée par les plus grands historiens de l'Empire. Et donc voilà, terminé. Mais si Murat avait été à Waterloo, Waterloo était une victoire, c'est une certitude, puisque Jérôme, c'est pas son métier, donc va complètement rater la prise de la charge de Haumont. Donc, il est le grand responsable de la défaite, c'est en grande partie Jérôme. On en veut à Grouchy qui n'est pas arrivé, mais enfin très franchement, c'est vraiment pas de sa faute. Ney, qui n'est pas cavalier, va rater toutes ses charges. Est-ce que du coup Murat aurait remplacé Ney? Ah oui, il aurait remplacé tout, oui, bien sûr. Sans aucun doute. Oui. Il aurait complété Ney. Ney, oui. Il aurait été, bien sûr, hein, mais il aurait complété Ney. Suite à tout ça, on connaît malheureusement la fin, un peu, on va dire, de Napoléon Ier. Quelle est l'histoire finale de Murat? Quelles ont été ses dernières années de vie? Est-ce qu'il est retourné en Italie? Ça a été assez vite pour lui, parce qu'on ne peut pas parler d'années, ça a plutôt été quelques semaines, puisque Murat est mort un peu après Waterloo. Il est à Waterloo, c'est juin 1815, et Murat est abattu le 13 octobre 1815. Donc c'est une affaire de semaines. Donc en fait, Napoléon remonte vers Paris, Louis XVIII part en courant, Napoléon fait la campagne de Belgique, et là Murat se rend compte que dans le sud de la France, en fait, il y a une grande opposition à l'Empire, qui est ce qu'on appelle la Terreur blanche, et donc il va se réfugier en Corse pour ne pas... il va se réfugier en Corse pour ne pas être attaqué par les royalistes. Et de là, il va se décider. Il aurait pu, il y a une théorie qui dit qu'il aurait pu, les Corses adoraient Murat, et il aurait pu faire un royaume de Corse et tenir comme ça une forteresse au milieu de la Méditerranée pour négocier des trucs. Bon. Mais il en décide autrement, il se dit qu'il va repartir à Naples, et il veut faire un débarquement à Naples, soulever les foules, et voilà, parce qu'il apprend qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se font passer pour lui à la péninsule de Naples, et qui effectivement soulèvent les foules, et qui donc effectivement posent des problèmes de sécurité, parce qu'ils font ça uniquement pour piller les villages, et puis attaquer les... mais ça marche, donc il se dit, pourquoi ça marcherait pas? Et là, il est pris dans une tempête, en plus, un des corsaires il a 3 bateaux, il y en a 2 qui sont perdus dans la tempête, le 3e où il est dessus est dirigé par le corsaire Barbara, dont le nom est très proche de Barabas, et c'est le corsaire Barbara, il le fait débarquer à Pizzo de Calabre, pas du tout à Naples, et à Pizzo de Calabre, comme le nom l'indique, il est en Calabre, et en Calabre, Murat a une image qui est très, très, très négative pour la Calabre, parce que Murat a littéralement
éventrer les bandits calabrais. Donc il a fait beaucoup de choses pour la Calabre et pour les femmes et les enfants de Calabre pour convaincre, justement, ça ferait l'objet de tout un développement. Mais en gros, en Calabre, c'est pas là qu'il est le préféré dans son royaume. Et donc là, il se fait attraper assez rapidement et il est fusillé le surlendemain. Avec une belle image qu'on voit souvent, je crois, sur un cadre où il n'y a pas un tableau où on voit Murat qui se fait fusiller. Alors il y a plusieurs tableaux où on voit Murat qui se fait fusiller. En fait, aucun n'est vraiment réaliste. Moi, je suis allé dans la forteresse à Piso de Calabre pour le bicentenaire de la mort en 2015. Et vraiment, il est fusillé, c'est la distance de la caméra au mur. Hein. C'est tout. Il est fusillé contre un mur de la forteresse et il va commander le tir 2 fois. Parce que la première fois, ils sont tellement impressionnés qu'ils tirent autour. Donc il leur dit de se calmer, de recharger. Évidemment, il refuse le bandeau et il visait au cœur, épargner le visage. Et la deuxième fois, là, il prend plusieurs balles dans la peau. Alexandre Dumas, qui avait une passion pour Murat, parce que son père, le général Dumas, était un grand ami de Murat, et Murat l'a sauvé des geôles des Bourbons-Sicile. Alexandre Dumas va écrire tout un livre sur la mort de Murat, qui est publié avec une préface de Jean Tullard. Et là, Alexandre Dumas, avec son génie de conteur, va expliquer qu'ensuite on décapite Murat pour amener la tête de Murat au Bourbon-Sicile, pour qu'il puisse montrer à tous les brigands qui se font passer pour Murat, non, Murat est mort, j'ai sa tête sur mon bureau. Ça, évidemment, c'est pas vrai. En revanche, la légende locale voudrait qu'on ait abattu Murat finalement d'une balle dans la tête, parce qu'il était toujours vivant, même après 11 balles dans la peau. Et voilà, donc ça, en fait, on ne saura jamais vraiment. On sait qu'il a commandé le tir. Les témoignages de l'époque disent qu'il a commandé 2 fois, très très gonflé, et qu'ensuite il a été achevé d'une balle dans la tête. Oui. On a le tombeau de Napoléon à Paris. Oui. Où repose Murat aujourd'hui ? À la basilique Saint-Georges, à Piso de Calabre, c'est une basilique que Murat avait restaurée sur ses propres deniers, puisqu'à l'époque, pour s'attirer les bonnes grâces de la population calabraise, dont il avait éradiqué le banditisme, il avait refait vraiment toutes les églises de la région, il avait monté des écoles, créé des manufactures pour donner des emplois aux femmes. Et donc cette basilique est dans un état parfait, elle est superbe, et donc Murat est enterré à la basilique. Alors on a dit qu'il avait été jeté dans une fosse commune, ça n'est pas vrai. Là c'est un tombeau, c'est dans la crypte, et c'est devenu une fosse commune bien après, parce qu'il y a eu une épidémie de choléra, je crois, 80 ou 90 ans plus tard, et là on a mis tous les corps des morts du choléra dans la crypte pour en appeler au Seigneur pour que l'épidémie s'arrête. Et effectivement, maintenant, le corps de Murat est introuvable parce qu'il est au milieu de tous ces corps. Alors, si on avait la chance aujourd'hui de le ramener aujourd'hui dans notre temps présent, si tu avais la chance de le voir face à toi, lourde question, quel sentiment, quelle émotion tu vas avoir face à lui ? J'espère qu'il aura, je suis certain qu'il sera pardonné à l'historiographie qu'il a si maltraité. Et moi, je ne pourrais faire qu'une seule chose, c'est le remercier. Parce que c'est là, alors d'abord, comme serviteur de son pays, il est incroyable, mais comme exemple, c'est la carrière la plus météoritique de l'Empire. Après, bien sûr, celle de l'empereur Napoléon. Napoléon, c'est trop. Napoléon, c'est tellement génial, c'est tellement au-dessus de tout que c'est presque surhumain, Napoléon. Alors Murat, c'est assez surhumain aussi, mais pas à ce niveau-là. Et Murat, enfin, c'est vraiment la méritocratie dans son expression la plus chimiquement pure. C'est un petit séminariste tout juste sorti de la paysannerie qui va faire toutes les campagnes de l'Empire, qui va épouser la sœur de l'empereur, qui va devenir grand-duc, roi, maréchal, grand amiral, enfin, c'est absolument ahurissant en termes de méritocratie. Donc donc je pense un très bel exemple pour la jeunesse. Et ce que j'en pense. À travers mes capsules vidéo, je réalise également des reportages des reconstitutions historiques. Ce sont des moments importants pour le devoir de mémoire, pour la transmission de l'histoire, comment cela se passe, découvrir les uniformes, etc. En quoi aujourd'hui la reconstitution historique est un atout majeur dans cet apprentissage de l'histoire, par exemple pour les jeunes générations ? C'est absolument essentiel à mon sens parce que c'est l'histoire vivante. Donc l'histoire vivante, c'est celle qui va le plus imprimer les imaginaires, celle qui va vraiment faire rêver le plus les enfants, les adolescents, et qui va les imprégner avec cette curiosité, ce goût d'aller un petit peu plus loin. D'aller lire des livres, d'aller regarder des séries télé, d'aller écouter des podcasts comme le tien. Et ça, c'est absolument fondamental. Donc l'histoire vivante, je trouve que c'est aujourd'hui un des véhicules, si ce n'est le véhicule, le plus efficace
pour faire de la transmission historique. Parce que quand on est dans l'histoire vivante, on est dans le concret. C'est-à-dire qu'il y a des petits ateliers de l'artiste vétérinaire, il y a l'atelier de la cantinière, il y a le bivouac tel qu'il existe, la marche, le tir au canon, etc. D'ailleurs, j'ai des acouphènes depuis les reconstitutions de Montigny-le-Ganelon. On s'était vu avec la maison civile et militaire de Murat, du merveilleux Nicolas Frémaux, et où ils ont tiré au canon plusieurs fois. Et bêtement, j'ai pas bouché les oreilles, donc depuis j'ai... mais c'est absolument super, c'est vital. À chaque fois, au terme des interviews, j'ai toujours une question importante pour moi. C'est la transmission du devoir de mémoire à travers une bouteille à la mer. Aujourd'hui, si tu avais la possibilité d'écrire une bouteille à la mer pour les jeunes générations, pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo dans quelques mois, quelques années, pour les futures générations, nos enfants, qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui ? Pour moi, le message le plus important de toute l'épopée impériale, de Napoléon, de tous ses maréchaux, tous ses généraux, et en particulier de Murat, c'est n'ayez jamais peur, prenez des risques, prenez des risques. Le principe de précaution, vous en faites une boulette, vous le balancez à la poubelle. Prenez des risques, risquez, 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 risquez tout le temps. Et ça, c'est vraiment, ça pour moi, c'est ça, c'est de l'audace, comme dirait Danton, mais c'est surtout vraiment, n'ayez jamais peur d'oser, parce que croyez-moi, quand on ose vraiment face à une adversité inimaginable, parce qu'à l'époque c'était inimaginable, les résultats sont titanesques. Enfin, le Premier Empire, c'est incroyable. Merci beaucoup Joachim pour ta présence, pour les auditeurs et auditrices qui auront le grand plaisir de t'écouter. N'hésitez pas bien évidemment si vous avez des questions de me les poser en commentaire, je les transmettrai à Joachim. Bien évidemment on ne peut pas aborder tous les thèmes bien évidemment de la vie de Joachim Murat puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, ça mériterait des heures et des heures j'imagine de débats et de conversations. Un grand merci pour cette participation aux Capsules de l'Histoire. C'est un grand plaisir de réaliser cela. C'est aussi pour moi rendre hommage à qui était Joachim Murat. C'est important de ne pas l'oublier, parce qu'on parle, comme tu l'as dit à juste titre, on parle beaucoup de Napoléon Ier, et bien évidemment il a toute sa place, mais il ne faut pas oublier ceux qui étaient derrière lui, qui l'ont accompagné sur les champs de bataille, parfois en première ligne, pour affronter leur destin. Un grand merci à toutes, tous de nous avoir suivis sur les Capsules Histoire et au plaisir de nous retrouver pour d'autres capsules. Merci beaucoup. À bientôt.